Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? Réveille-toi. Réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi. Hey. Réveille-toi. Wake up. Wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations, une interview intimiste, humaniste où on aborde les grands mystères de la vie. Qui sommes-nous ? Quel est le sens de notre existence ? Avons-nous tous un destin ? Je suis Anaïs Raoux, cofondatrice et CEO de Wake Up, une école où l'on accompagne les individus et les entreprises en quête de sens. La mission que nous avons avec Sébastien, Lars et Romain, mes associés, est celle de contribuer à la création d'un monde du travail plus humaniste. Alors pour cette nouvelle saison du podcast, tous les vendredis, on va parler de talent, de valeurs, de management et de nouveaux paradigmes. Parce que l'on croit profondément à l'émergence d'un monde du travail qui laisse place à l'authenticité. Où les valeurs personnelles peuvent s'aligner avec les valeurs de l'entreprise, où l'on ose être nous-mêmes et faire des choix qui résonnent avec notre moi profond. Il faut moins de travailleurs. Ce sont les mots de Maxime de Rostolan, un ami entrepreneur, militant et engagé que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le podcast. Vous verrez, Maxime ne mâche pas ses mots. Pour lui, nous sommes trop intelligents pour créer des sociétés où l'on travaille autant. Il rêve d'un monde où il y a moins de travail et plus de démocratie, car selon lui, sans transition démocratique, il n'y aura pas de transition écologique. Alors on parle ensemble de gouvernance partagée, d'écologie et d'une comptabilité qui tiendrait compte de l'impact social et environnemental des entreprises, bref, d'un nouveau monde du travail. Désolée pour la qualité du son qui n'est pas celle à laquelle je vous ai habitué. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Maxime de Rostolan. Merci Maxime d'avoir accepté mon invitation. On va parler ensemble de ton parcours, même si on a déjà eu l'occasion de le faire, mais ça va être chouette de le refaire sous un autre format, donc le format du podcast, sur une série en plus qui est liée un peu au futur du travail et dans un contexte comme de pandémie, donc qui rebat effectivement un peu toutes les cartes du jeu comme on était en train de se dire à l'instant. Donc toi, tu as lancé Ferme d'Avenir en 2013, puis un mouvement de lobbying citoyen politique qui s'appelle La Bascule. Et aujourd'hui, un nouveau projet dont tu vas nous parler. Parce que le point commun de ces trois expériences, c'est quand même que c'est ultra engagé, très tourné vers l'écologie aussi. Qu'est-ce qui peut-il te prédestiner à t'engager ou à te rebeller presque ? J'ai aucune idée. C'est super compliqué. Non, mais souvent, les journalistes aimeraient bien, les gens aimeraient bien connaître une recette miracle ou un espèce de truc qui fait switcher les gens et le déclic, quoi. Je ne pense pas avoir eu de déclic à un moment précis. En revanche, si je regarde un peu en arrière, j'ai quand même grandi dans des beaux quartiers avec des fils de riches qui étaient extrêmement matérialistes, qui étaient très accrochés à leur nom et à l'héritage que même culturel que leur laissaient leurs parents. Et moi, j'ai été très très jeune en conflit avec ça. Hein. Donc je me rebellais, je voulais être roots, je voulais avoir, montrer que les trucs que les gens aimaient bien étaient pas forcément bien. Et en tout cas, moi, dans mon collège, c'était un collège privé et c'était vraiment triste, quoi. Donc peut-être qu'en réaction à ça, ça a été plus simple. J'ai par ailleurs eu la chance, et ça c'était le côté que mes parents avaient et que les parents des autres collégiens de ma classe n'avaient peut-être pas forcément, c'est qu'ils aimaient beaucoup voyager. Mes parents, ils m'emmenaient dans des trucs pareils à la route, quoi. C'était pas le mode Club Med ou grands hôtels, c'était vraiment des treks, des voyages dans des pays au nom imprononçable, quoi, à l'époque, hein, Ouzbékistan, Birmanie, Kyrgyzstan, c'est des trucs que très jeune j'ai pu faire, et j'ai pu faire grâce à mes parents. Et donc, je pense que ce voyager, ça a été quelque chose d'important. Et dès que j'ai pu le faire par mes propres moyens, à la fin de mes études, j'ai décidé de partir 2 ans en camion. Et là où j'aurais pu décider de le faire en mode backpacker, un peu classique, en disant allez, on va suivre la panaméricaine et puis on va s'arrêter dans les guest house, etc. Et on va aller voir les bons spots, machin. J'aurais pu le faire comme ça et j'ai décidé de pas du tout le faire comme ça. J'ai voulu avoir un angle qui me permettait d'entrer en contact avec la population
Euh, et l'angle, ça a été l'eau. Donc j'ai décidé, je pouvais le faire soit en mode jongleur, parce que je suis jongleur, et donc avec Clowns sans frontières, il y avait l'option de partir. Mais l'autre option que j'ai choisie, c'était de le faire sur des questions environnementales et engagées. Et ça a été irréversible comme expérience, quoi. Voilà, 2 ans de voyage sans carte, sans itinéraire précis, juste à la rencontre des problématiques de l'eau. Voilà, une fois rentré en France, je pouvais pas aller bosser chez Veolia, quoi. Et tes parents, eux, ils étaient plutôt dans cette vibe un peu roots, plutôt, ou au contraire. Bah, j'ai un père à qui on a forcé la main pour être route. Ça veut dire qu'en gros, famille de Rostelan, on est quand même dans une famille un peu tradie, avec même un cousin de mon père qui avait été député FN. Donc, bah, moi, très tôt, ça a questionné comment est-ce qu'on peut d'un côté prôner la Bible, la religion, etc., aller à l'église tous les dimanches et à côté être un facho, quoi. J'avais un peu de mal et donc mon père, moi, clairement, j'ai divorcé de ma famille paternelle à 14-15 ans où je leur ai dit mais je veux plus vous voir, vous me gonflez et voilà, c'est malsain. Ce qui parle après le temps, enfin on se reparle, hein, mais globalement il y a pas d'affinité particulière et mon père pour pas perdre ses enfants quelque part c'est un peu mis à la page et ma mère est plus roots dans l'âme, ouais, mais enfin bon, c'est des parents routes qui mettent leurs enfants dans une école privée aussi, hein, donc faut pas, enfin voilà, toute proportion gardée. Donc, donc non. Après, je pense que j'ai eu des parents qui étaient très humanistes, qui aiment la vie, qui aiment l'humain et qui ont confiance dans l'intelligence et dans le bon sens. Donc ça a été quelque chose qui m'a toujours suivi. Après, je pense vraiment que l'histoire d'avoir vu des territoires se dégrader, des paysages sans les dire à cause des activités humaines et de la pollution, ça c'est quelque chose. On peut y être insensible et beaucoup de gens parviennent à être insensibles, hein, et à mettre de côté, mettre des œillères là-dessus. Moi, c'est pas possible, quoi. Donc, à partir du moment où j'ai compris que on allait dans le mauvais sens, je me suis dit, j'ai pas d'autre mission moi que de pas contribuer à ça et d'essayer d'aller de remonter le courant, quoi. Oui, c'est ce que tu m'avais dit quand on s'était vu il y a quelques mois, mais c'était que ouais, c'était ce sens, cette quête de sens, ou en tout cas même juste le bon sens qui faisait que tu t'étais engagé, que tu t'étais mis en action. Et du coup, comme tu exerces un travail quand même passion dans tous tes projets, c'est quand même ça. C'est quoi le sens au travail pour toi ? Alors déjà, j'ai entendu l'autre jour un édito de quelqu'un que j'aime de moins en moins, mais qui est malgré tout sur cet édito touché juste. C'était Patrick Cohen qui parlait du bon sens et qui disait que c'était quand même une expression derrière laquelle je me cache régulièrement, hein. Enfin, je me cache, ou en tout cas que je mets souvent en avant, et l'histoire du bon sens donc est toute relative, quoi. C'est-à-dire que le bon sens, ça permet de justifier ce qu'on fait sans avoir à l'expliquer. Donc je me suis dit, j'ai pris comme résolution d'utiliser de moins en moins le mot bon sens, même si je l'ai déjà fait. Mais le sens du travail, déjà, moi j'ai un vrai questionnement sur la nécessité du travail. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, avec l'augmentation de la productivité qu'on a eu, nos parents, ils bossaient avec le fax, hein. Il y a 30 ans, on bossait avec le fax. Donc, avec ça, avec la robotisation, avec l'optimisation, est-ce que vraiment le plein emploi est quelque chose de souhaitable et nécessaire? Je crois pas. Je pense que l'homme est beaucoup trop intelligent pour s'infliger des tâches chiantes et qu'à terme, on va réussir à s'affranchir de ces tâches-là. Et ça devrait, en théorie, libérer du temps. Ce qui se passe, c'est qu'on continue en permanence à inventer des nouveaux bullshit jobs, etc., et à laisser sur le côté de la route tous ceux qui n'arrivent pas à se réinventer. Et donc, du coup, ça fait des précaires, des gens malheureux dans des boulots de merde, et finalement, de moins en moins de gens sur les boulots essentiels. Et donc, l'utilité de l'entreprise, elle doit être questionnée aujourd'hui, et on ne sait pas ce qu'est une entreprise à mission. Est-ce que Apple est une entreprise à mission? Est-ce que je sais pas, enfin, je vais pas citer plein, mais voilà,
quelle utilité tu rends à la société. Et je pense que, quitte à se lever le matin, tous les jours, pendant 30 ans ou 40 ans, pour se rendre utile à la société, il faut vraiment avoir perçu cette utilité. Et je pense que pendant cette période de confinement, il y a beaucoup de gens qui ont pu remettre en question bien sûr. cette contribution de leur part à la société. Alors, moi, aujourd'hui, je suis assez radical et il me semble que il ne sert à rien de s'engager professionnellement pour quelque chose qui ne répond pas à des besoins essentiels. Donc, se nourrir, avoir de l'énergie propre, éventuellement se déplacer, enseigner, soigner. Et en fait, tout le reste, tout ce qui a besoin de la pub pour vivre, pour trouver son modèle, n'est pas, par définition, essentiel. Je parle même pas des gens qui font les pubs pour vendre des trucs essentiels. Donc il y a beaucoup de, donc voilà, donc je pense que, enfin c'est bateau de dire ça, mais si on sait pas enfin quelle est la contribution de son travail à la société, ou alors si on le sait mais que cette contribution est définitivement négative, il faut se poser la question. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont prêts à faire des sacrifices entre guillemets sur des trains de vie d'hier en se disant mais en fait cette période de confinement et on l'entend plein de gens qui disent ce serait bien de faire ça tous les ans. Moi, j'ai des amis juifs qui font Shabbat et j'avais pu faire Shabbat il y a quelques années à plusieurs reprises et j'avais trouvé ça génial comme concept de prendre le temps de se reconnecter, de se déconnecter du superflu, de se reconnecter à l'essentiel. Je pense que cette période de confinement a permis à des gens de le faire, à des gens non juifs, et qui vont peut-être enclencher une nouvelle phase de leur vie, quoi. Et pour le travail demain, enfin moi je pense que l'homme est trop intelligent de toute manière pour qu'on soit 7 milliards à bosser, quoi. Dans un contexte où on sait qu'il faut de la déconsommation, qu'il faut de la sobriété, etc. Et alors toi, parce que justement tu vis ce travail passion et quand je t'interroge donc sur le sens au travail, la place au travail, peut-être quelle place aujourd'hui occupe le travail dans ta vie au quotidien? Est-ce que justement est-ce que tu travailles tous les jours? Ou tu t'accordes justement des moments pour faire ton potager, passer du temps avec tes enfants? Je travaille beaucoup, ouais. Je travaille beaucoup, c'est sûr, parce que j'ai pas l'impression que c'est du travail. En fait, entretenir des relations avec des gens, c'est pas forcément du travail, quoi. Enfin, je le vis pas comme ça. Je le vis comme un parcours d'humain qui est en interaction avec d'autres sphères et voilà, parce que mon travail consiste quand même à essayer de monter des programmes, et monter des programmes, il faut plein de parties prenantes et voilà, mais ça me laisse quand même le temps. Tous les soirs à 19h, 19h30, je suis dispo pour être avec les enfants. Régulièrement, c'est moi qui vais chercher les enfants à l'école. Moi, j'ai un enfant qui est handicapé, donc qui demande encore plus de temps et d'attention. J'ai moins de temps que mes potes. Enfin, voilà, j'ai des potes qui bossent à la Défense, qui font de l'escalade tous les jours, qui font des machins, qui vont boire des pots, qui font des dîners. Je fais moins ça. Et alors, qu'est-ce qui te fait lever le matin, Maxime? Je sais pas, la mission, quoi. Les missions qu'on a, c'est-à-dire vraiment, on a un chantier participatif énorme auquel il faut s'atteler. Aujourd'hui, enfin, pas personne, mais quelques personnes s'y collent, mais je sais que on a besoin, nous, d'apporter notre pierre aussi, et moi, j'ai besoin de faire partie de ce mouvement pour me sentir bien. Donc, je lève parce qu'il faut faire partie de ce mouvement, et c'est parce que je me fais, et réciproquement, quoi. Donc, et puis c'est l'amour des gens aussi. Enfin, clairement, j'adore la vie, j'adore rencontrer des gens, j'adore les débats d'idées, j'adore le dialogue, j'adore le.
Génial. Alors, on va rentrer du coup plus en concret sur les projets que tu as menés donc ces dernières années. On va démarrer par celui que j'évoquais au début, qui est Ferme d'Avenir. Donc, une des missions de Ferme d'Avenir, c'était de démontrer que l'agroécologie est plus rentable que l'agriculture moderne, notamment pour que les pouvoirs publics se décident à financer ce nouveau modèle d'agriculture. Toi, tu es allé hyper loin dans cette démonstration. Et puis après, on t'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et ce qui t'a aussi conduit derrière à quitter ce projet? On est parti effectivement en disant on va démontrer que l'agriculture naturelle est plus rentable que l'agriculture chimique. C'est une belle formule qu'on aime bien brandir en phase de construction d'un projet. C'est une formule qu'on a très vite remise en question parce qu'en fait, on a découvert par l'expérience que l'agriculture naturelle, si elle était très bénéfique pour les écosystèmes, pour la santé, pour le climat, etc., pour le territoire, avait en revanche l'inconvénient de ne pas être soluble dans le modèle économique actuel. Donc on a dit, plutôt que de dire on va prouver qu'elle est plus rentable, au bout d'un an, on a dit on va évaluer la viabilité économique, technique et sociale de ce type d'agriculture et on va identifier les freins et proposer des leviers pour la rendre compétitive. Il faut comprendre que depuis 50 ans, il y a des centaines de lobbyistes. Aujourd'hui, il y a 2000 lobbyistes à temps plein pour l'agro-industrie qui travaillent à Bruxelles. Donc, ça fait 50 ans que les lobbyistes des grosses industries ont façonné le modèle économique pour qu'il soit compatible avec l'agro-industrie, l'agriculture intensive, les semences brevetées, etc. Et donc du coup, on arrive à un moment où on est dans une conjoncture. Clairement, il y a une distorsion de concurrence entre l'agriculture naturelle, l'agroécologie et l'agro-industrie et l'agriculture chimique. Et donc il faut en prendre acte. Et c'est même de notre devoir de dire, en fait, les mecs, arrêtez de rêver. Il faut changer le système si on veut avoir des paysans nombreux et heureux. Et donc, assez rapidement, dans Ferme d'Avenir, on a assumé cette posture-là. On a dit, en fait, aujourd'hui, si jamais il faut des horaires de travail décents, un salaire désirable pour renouveler la génération d'agriculteurs qui doit être renouvelée, puisqu'il y a 200 000 agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2025, là, dans les 5 ans qui viennent. Donc, si on veut avoir des conditions de travail désirables et donc des candidats, il faut réussir à adapter le modèle économique à cette réalité, à ce besoin. Parce que, encore une fois, on pense que c'est pas négociable. Qu'est-ce qui n'est pas négociable? C'est le fait d'avoir une agriculture saine, qui protège la biodiversité, qui capte du carbone, qui soit indépendante énergétiquement, qui soit autonome, qui soit résiliente pour le territoire. Donc ça, c'est pas négociable. En revanche, l'économie, elle, c'est négociable, puisque c'est une théorie et c'est à nous de montrer les incohérences de ce modèle. Et donc, c'est ce sur quoi je me suis engagé dans la phase 2 de Ferme d'Avenir, en faisant beaucoup de lobbying auprès de Nicolas Hulot notamment, dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Et je suis arrivé à une solution possible, et j'aime pas dire c'est la solution parce que il y a toujours plein de solutions, mais en tout cas, il y en a une qui a accaparé mes espoirs et ma motivation, c'est ce qu'on appelle le paiement pour services écosystémiques, qu'on peut aussi présenter sous une méthode comptable qui serait une comptabilité intégrale qui prendrait en compte le capital naturel et le capital humain en plus du capital financier. Et donc, du coup, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, j'ai plaidé pour un amendement sur les paiements pour services écosystémiques, amendement qui a été validé par plein de députés et de parlementaires qui ont donc porté l'amendement au projet de loi, qui a été voté. Donc, du coup, j'étais très heureux. Sur les 11 amendements que je proposais, il y en a un qui a été adopté. Et en fait, il a été retoqué quelques jours après par le Conseil constitutionnel. Donc, ils sont 9 gars pas élus, qui sont nommés par l'exécutif. Donc, on a un cheval de Troie de l'exécutif au sein du dispositif législatif, qui fait que même quand on a montré et passé toutes les étapes nécessaires parlementaires pour faire passer une loi, eh bien, en fait, il reste toujours une route de secours, enfin, pas une route de secours, une issue de secours
pour l'exécutif pour réussir à ne pas répondre à ça. Et donc là, mon constat était simple, c'est de dire si jamais les institutions sont pas à même de protéger l'intérêt général et les biens communs, faut changer les institutions. Donc moi, j'ai plus rien à faire chez Ferme d'Avenir, j'étais au bout de l'exercice, et c'est là que j'ai décidé de lancer la bascule. Voilà, sachant que Ferme d'Avenir, on a quand même, faut le dire, il y a plein de fermes qui fonctionnent, mais qui fonctionnent avec des sacrifices que tout le monde n'est pas prêt à faire. C'est pas généralisable. Ma sœur, voilà, mais elle se paye 600 balles par mois, quoi, et elle est prête à le faire. Elle se lève le matin parce que ce qu'elle veut faire, c'est du bon pain, c'est rendre les gens heureux, c'est faire travailler la terre. Enfin, voilà. Et donc il y a plein de fermes qui fonctionnent, mais pas dans un modèle compétitif tel qu'on le connaît. Et donc, du coup, Ferme d'Avenir montre ça et continue de creuser et d'essayer de trouver des brèches là-dedans, quoi. Ok. Et justement, tu viens de parler de cette comptabilité là qui inclurait dans le bilan des entreprises l'impact économique, humain et sur la planète. Là, c'est un projet politique, donc effectivement, il faudrait que la loi soit modifiée. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des entrepreneurs, des leaders, des dirigeants qui aimeraient justement prendre ces paramètres en compte dans la manière de gérer leur entreprise? Alors, il se trouve que je siège au comité d'orientation alimentaire de Carrefour, qui est donc boîte avec donc voilà, j'y siège à côté d'Emmanuel Faber, donc qui est le président de Danone. Du coup, régulièrement en contact de gros industriels de l'agroalimentaire, à qui je rabâche à chaque fois que je vois, il faut faire de la compta en 3 capitaux, et voilà. Et en fait, ils ont réussi, on a réussi à faire passer une thèse, donc Carrefour et Danone financent une thèse sur l'application concrète sur des filières, sur des produits de cette méthode comptable. Donc c'est juste déjà pour rassurer les entrepreneurs, ils ne sont pas seuls à être motivés, et même des gros méchants commencent à creuser le sujet. Et heureusement du reste, parce que si c'est pas ces grosses entreprises, je vois mal des PME financer des programmes de thèse, etc. Donc à la limite, tant mieux. Pour les entrepreneurs, en fait, l'idée, c'est d'appliquer cette méthode comptable. Donc, c'est la méthode CARE, C-A-R-E, donc comptabilité adaptée à la régénération des écosystèmes. C'est quelque chose qui est développé par Jacques Richard, donc qui est un professeur à Dauphine. Et donc, il y a des premiers outils et il y a des cabinets comptables qui se spécialisent là-dedans. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de la COP des communs, donc la COP des communs, de compta durable, etc. Et de leur demander dans quelle mesure ils peuvent être bêta-testeurs de la méthodo. Et alors, qu'est-ce que je leur conseille aussi? Je leur conseille d'être bien assis et bien accrochés, parce que il y a quand même peu d'activités économiquement viables qui passeraient les fourches de cette comptabilité intégrale, parce que beaucoup de gens l'expliquent, le démontrent, il n'y a pas de découplage possible entre la croissance du PIB, donc la croissance économique, et l'exploitation des ressources. Donc forcément, il y a peu, à mon avis, d'activités qui aujourd'hui seraient positives avec ce système comptable, mais charge à nous de l'inventer. Et en fait, à partir du moment où on commence à l'appliquer, les choses ne peuvent que changer, parce que la rentabilité ou les impôts étant indexés sur cette triple rentabilité, c'est à l'État clairement de rétablir la barre, enfin de remettre la barre au bon endroit, ou de remettre comment on dit, la boussole ou le cap, redonner le cap qui permettra aux gens d'avancer sans perdre de l'argent. Voilà. Donc je pense que pour moi, et c'est un peu l'idée aussi de Ferme d'Avenir, du passage de Ferme d'Avenir à la bascule, c'est que on peut être aussi engagé qu'on veut, aussi pur voilà. Le truc, c'est qu'à un moment ou l'autre, nous ne sommes que des petits colibris de rien du tout. Là où il y en a qui disposent de Canadair, et il y en a même, en fait, et ces mêmes qui disposent de Canadair sont en train de foutre le feu à ce qui nous reste de forêt. Donc clairement, on peut, il faut
tout le monde doit agir selon sa sensibilité, ses compétences, le contexte dans lequel il vit. Il faut absolument qu'il y en ait qui s'attaquent à la dimension politique, quoi, parce que sinon c'est. Et donc. Alors, ouais, justement. Donc après ce projet de Ferme d'Avenir, il y a eu La Bascule, donc qui est né à Toulouse dans un amphi d'étudiants, donc tu m'avais raconté. Et vous avez créé donc tous ensemble un mouvement de lobbying citoyen politique. Et ce qui était ultra intéressant, j'avais trouvé dans ce que tu me partageais, c'est que vous avez mis en place une gouvernance partagée avec l'université du Nou. Et alors, avant de peut-être de reparler du projet en lui-même de La Bascule, est-ce qu'on peut juste, quelques secondes, que tu nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, comment ça marche, et peut-être même si, dans l'idée, est-ce que c'est transposable à d'autres structures économiques, quoi. Ouais. Alors en fait, le concept de la gouvernance partagée, ou l'objectif, c'est que personne ne voit des décisions être prises sans qu'il ait eu son mot à dire. Que aucune décision ne soit prise au sein d'un organe sans qu'il y ait consentement. Ça veut dire, en gros, c'est pas consensus, c'est consentement. C'est-à-dire, je suis pas contre. J'ai pas mieux à proposer, donc c'est pas mon idée forcément. Et en fait, le concept, c'est de bien définir les rôles qui doivent être remplis dans le cadre du projet dont on parle. Par exemple, donc je vais illustrer ça sur La Bascule. On a une dimension de lobbying, donc il y a un organe lobbying citoyen. On a une dimension d'organisation de manifestations, donc mobilisation. On a une dimension de vie en communauté, donc le tiers-lieu, nous on appelait ça le QB, le quartier de Bascule. On a une dimension de communication, d'outils numériques, et bref, on a listé tout ce dont on avait besoin pour remplir la raison d'être. Donc ça, jusqu'à ce stade, c'est transposable à une entreprise. Une entreprise, elle a des business units ou des départements. Et l'idée, c'est de dire, au sein de ces départements ou de ces organes, nous on appelle ça des organes, au sein de ces organes, les gens qui veulent y travailler, alors la particularité à La Bascule, c'est qu'on est tous volontaires bénévoles. Donc les gens, on va pas poser ni des horaires, ni des missions. C'est eux-mêmes qui vont s'emparer de ces missions. Et donc ils vont dire, moi j'ai envie d'être dans l'organe communication. Au sein de l'organe communication, ça se gère par consentement, ça veut dire qu'ils vont eux-mêmes être souverains sur ce qu'ils ont, la communication, dire le site, actualiser la page Facebook, que sais-je, et ils vont élire. Donc on fait une élection sans candidat, ils vont élire ce qu'on appelle le lien cœur. Et le cœur, c'est un peu le conseil d'administration quelque part, c'est la courroie de transmission entre tous les organes, et c'est là où se discutent les décisions, où se mobilisent, où l'information circule pour que les différents organes puissent articuler leur mission en bonne intelligence. Et donc il y a un conseil d'administration quelque part qui est élu sans candidat, donc ça veut dire choisi par les personnes. Il change dès que quelqu'un propose de le changer et que c'est soutenu, et qu'il y a consentement sur cette proposition. Et donc je pense, les avantages, c'est il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ça laisse une grande place à l'empathie. Vraiment à l'humain, à la bienveillance, parce qu'en fait, il y a rien qui peut se passer en force. C'est-à-dire qu'il y a des rapports de force, il y a des débats, il y a des contradictions, il y a des divergences, mais il y a rien qui pourra se passer à ce stade-là. Et il y a un temps pour le débat, il y a un temps pour la décision, et la décision, elle se prend en empathie, quoi. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça responsabilise les gens aux bons endroits. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas dans un truc classique. Moi, si j'avais monté La Bascule classiquement, j'aurais mis mon nez un peu partout et j'aurais fait chier des gens, certainement. J'aurais aidé peut-être à d'autres endroits. Là, avec une méthode comme celle-ci, je peux toujours aider comme je veux. Par contre, je peux pas faire chier les gens, quoi. Je peux pas faire chier les gens. Et les gens, ils sont eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle les redevabilités. Ils sont redevables des missions dont ils se sont investis ou dont ils se sont fait investir par l'élection. Et c'est assez puissant. Ça veut dire qu'en gros, on parle pas à machin, on parle aux responsables, au lien cœur
de l'organe communication. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup moins de personnalisation et de problèmes interpersonnels qui peuvent émerger dans ce genre de configuration. Et oui, ça peut se transposer. Non, c'est pas simple parce que c'est une culture vraiment perturbante. Au départ, enfin, on a tous eu du mal à comprendre, et même là, en 3 minutes d'explication, je suis sûr que plein de gens se disent « Ok, j'ai rien compris, c'est super flou ». L'idée, c'est que et ça implique un autre truc, la gouvernance partagée, et ça, c'est un truc intéressant et qui, pour le coup, est généralisable très facilement, c'est que les réunions sont facilitées. Tu as toujours quelqu'un qui est un modérateur, un facilitateur, et qui va permettre à la réunion de se dérouler, de suivre son ordre du jour, de se dérouler dans un cadre de sécurité ou dans un cadre de bienveillance important, et ça change tout. Ça change vraiment les choses parce que en faisant tourner la parole, en ayant un petit peu de formalisme, c'est-à-dire que au moment où quelqu'un fait une proposition, c'est pas tout de suite ouais non mais c'est pas bien ta proposition, je préférerais ça. Enfin, il y a toujours un temps de d'explication, un temps de clarification, un temps de bonification, un temps de contre-proposition. Enfin, et c'est assez séquencé, ce qui permet, et on l'a expérimenté récemment là avec la bascule. Donc moi je suis souvent sollicité pour des projets collectifs, etc. Et maintenant j'envoie les jeunes de la bascule qui ont mis 6 mois à se former à ça. Et là où ça allait partir en couille, mais totalement sur un projet collectif et où on sentait qu'il y avait de l'animosité entre les gens, on est arrivé avec cette posture où j'ai dit bah voilà, il y a Emma, c'est Emma, elle est totalement étrangère à vos trucs, elle sait même pas, enfin voilà, elle sait un peu parce que voilà, mais par contre elle va pas rentrer dans le fond, elle va juste être là pour garantir une forme voilà et c'est ultra puissant, c'est-à-dire que tous au départ et puis à la fin ils ont tous dit merci parce qu'en fait ça a permis d'aboutir à une décision voilà qui par consentement. Et alors attends, qui est garant de la décision finale après la phase de débat, après la phase de facilitation, etc. Qui est garant de la décision finale? C'est au cœur que ça se passe. Ça veut dire donc le cœur, c'est l'endroit où se réunissent tous les liens cœur. Donc c'est-à-dire tous les des différents organes. Parfois, quand c'est des gros projets, il y a un deuxième lien cœur. Donc voilà. Donc, et ce sont des réunions qui se font en bocal. On dit en bocal, ça veut dire qu'en gros, tu as les 10 personnes du cœur et autour, tu as les 50 personnes de l'orga qui regardent, qui n'interviennent pas, qui peuvent. Il y a un temps où ils peuvent poser des questions, où ils peuvent intervenir, ils peuvent être sollicités sur demande, mais globalement, c'est des réunions qui se font de manière ouverte et c'est dans ces décisions que se prennent c'est dans ce groupe, dans cet organe que sont pris les arbitrages. Ouais, j'adore cette métaphore de l'organisme vivant en fait, le cœur, les liens, voilà, ça change de l'approche un peu plus mécanique qu'on a l'habitude de voir même dans les startups qui se montent aujourd'hui. En quoi est-ce que toi ça a changé ton approche du leadership, du management? Disons que je pense c'est un dispositif qui permet même au leader ou à l'entrepreneur ou à l'initiateur d'être à sa juste place. Ça veut dire que quand tu inities un projet et que tu te crois tout puissant et qu'en fait tu sais que tu l'es pas et que tu t'es respecté, mais plus ça avance, moins tu as de raison d'être respecté parce que moins toi tu respectes la vie ou tu écoutes la vie des autres parce que le projet s'accélère, etc. Là, ça pose d'emblée la place. On appelle ça d'ailleurs, c'est la métaphore de l'organisme vivant continu puisque c'est la cellule souche. Donc la cellule souche, c'est ceux qui sont à l'origine, à l'initiative du projet. Elle est posée là et en fait, la cellule souche sans les organes qui se déploient derrière, ça marche pas. Et ça c'est une première chose. Ça veut dire que ça m'aide moi à être moins en conflit avec moi-même et à être moins en conflit avec les parties prenantes du projet. C'est pas que je me cache derrière ce dispositif de gouvernance, mais c'est que je l'adopte vraiment comme faisant partie de l'ADN du projet que j'imagine et que j'initie. Et là, Communitrice, ce que je suis en train de monter, c'est exactement pareil. On va le faire avec l'Université du Nou à nouveau dès la première réunion.
Et je pense que, enfin, je suis convaincu, comme beaucoup de gens, qu'on peut pas résoudre les problèmes avec les outils qui nous ont mis dans le mur. Donc, clairement, et ça, c'est aussi venu, enfin, j'en suis arrivé à la gouvernance partagée aussi en comprenant qu'il y aurait pas de transition démocratique ou de transition sociale, transition écologique, pardon, il y aurait pas de transition écologique ou de transition sociale s'il n'y avait pas une réelle transition démocratique. Et la transition démocratique, il faut la au sein même de nos organisations. Donc ça, c'est une première chose, c'est que ça a permis, moi, ça m'aide à trouver la juste place. La deuxième chose, c'est que ça m'a convaincu sur une chose, c'est qu'un projet est beaucoup plus robuste s'il laisse la place à chacun de ses artisans. Et si ces artisans se sentent en responsabilité, c'est pas juste un ambassadeur, c'est vraiment t'es responsable de telle ou telle chose et t'es responsable devant plein d'autres gens qui ont accepté de leur côté d'avoir des responsabilités. Donc ça rend le projet robuste et de la bascule, ça le montre bien. C'est-à-dire que la bascule, moi, ça fait 6-8 mois que je participe pas concrètement à l'opérationnel, mais que le truc tourne, continue. Ils avancent, là, on a des réunions. Donc moi, je vais en réunion, je fais mes demandes de clarification au bon moment pour bien comprendre ce vers quoi ils vont. Et derrière, ils décident. Je participe à la décision parce que je ne m'y oppose pas et que j'ai pas de meilleure idée à proposer. Et donc, ça aurait pu, enfin, si ça avait été une association classique avec un bureau dont je suis président, dont machin, etc., ça fait 6 mois que ce serait mort. Et donc, on continue et ça se réinvente. C'est un organisme vivant qui se transforme, qui évolue, qui est en perpétuelle évolution. Donc, c'est super. Je pense que nos institutions seraient bien inspirées là aujourd'hui d'intégrer une partie de cette dimension, ce qui se fait avec la Convention citoyenne pour le climat, dans une certaine mesure, sous un certain angle, mais je pense que et quelque part, hein, c'est pas très loin de l'anarchie. Hein. Enfin, la bascule, on est un peu dans l'anarchie parfois, en se disant mais on a l'impression que ça part dans tous les sens, etc. Mais c'est une anarchie constructive et de bon sens. Ça veut dire que vraiment, il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas de chef. Oui, justement, parce que le challenge, il est d'autant plus de taille que tu lidais des centaines d'étudiants bénévoles, tu l'as dit tout à l'heure, et donc il y a un côté... c'est d'autant plus fort en fait de parvenir à engager des personnes qui sont bénévoles, qui donnent du temps, et justement parce que vous avez cassé ce lien de subordination aussi. Comment est-ce que vous avez gardé en fait leur flamme éveillée à toutes ces personnes bénévoles dans le projet? Ils entretiennent eux-mêmes leur flamme. Hein. Là, on est dans une époque où les conditions extérieures sont telles que on sait qu'on n'a pas énormément de choix. Leur flamme, elle est aussi entretenue par la par la conscience claire de ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire que globalement, on est parti complètement à contre-courant avec la bascule en disant on va habiter dans un lieu qui est pas à nous, un lieu désaffecté, on va habiter à 80, il va pas y avoir de chef, on va faire de la désobéissance civile, de la désobéissance civique, enfin, leur flamme se définit aussi et se renforce par l'omniprésence de ce qu'ils ne veulent pas dans le monde extérieur. Donc, après, sur l'histoire de bénévoles, je pense que un des sujets que j'avais, un des défis que je m'étais posé, c'était c'était d'essayer de proposer un espace-temps, un cadre dans lequel des personnes qui veulent donner de leur temps concrètement, qui sont prêtes à donner 2, 6 mois, 1 an de leur temps, puissent le faire. Dans un truc concret. La bascule, ça reste un peu flou entre guillemets sur les missions, puisque pas mal des missions relèvent du lobbying, de la sensibilisation, de la facilitation, c'est déjà plus concret, mais de l'utilisation, c'est des choses qui sont pas tangibles, et donc la bascule continue sur ce registre-là. Moi, le projet que je suis en train de monter est plus les mains dans la terre, mais en tout cas,
Il y a 1 300 000 Français qui sont bénévoles dans les assos. Il y a on n'a jamais eu autant de dépressifs, de déprimés dans les boulots, et donc il y a plein de gens qui veulent souffler, reprendre, enfin voilà, se reconnecter, etc. Et il faut leur offrir un cadre où ils vont être rassurés quant à l'impact de leur engagement, rassurés ou pas, en tout cas, mais renseignés et voilà, au clair sur les impacts qu'ils peuvent ou non avoir. Et donc je pense que ça a été un vrai sujet, et le côté bénévole, pour moi, je sais pas, il y avait des gens qui étaient bénévoles pendant 1 an de manière obligatoire, donc pour manier des armes à l'époque avec un service militaire, c'est quand même autrement plus choquant que d'imaginer que demain on va avoir des gens qui seront bénévoles 2 mois, 6 mois de leur vie, qui sont pris en charge et qui vivront ensemble pour aller, je sais pas, sensibiliser des élus, planter des arbres ou que sais-je. Donc moi je suis assez à l'aise avec ça, et pareil, sur cette histoire de bénévolat, le modèle économique ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, en gros, si pour être validé dans l'opinion collective, il faut gagner je sais pas combien d'euros, les traders sont carrément validés dans l'opinion collective. Et je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Donc il faut désobéir au modèle économique aussi. Et il y a des gens qui sont prêts à le faire. Donc, Et alors justement, parle-nous un peu de ton projet donc, que tu es en train de lancer, Communitrice, où tu dis que tu as un peu plus les doigts, les mains dans la terre. Quelle forme ça va prendre? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? en fait, ça répond. Enfin, c'est un projet que je mûris depuis maintenant 8 mois, 9 mois, okay, ouais, et qui répond à 2 enjeux que j'ai eu envie de relier. Le premier enjeu, c'est que on est en train de détruire les écosystèmes à vitesse grand V. Les feux d'Australie, d'Amazonie continuent de défoncer les forêts. Et des scientifiques nous disent qu'il faudrait planter 1200 milliards d'arbres si on voulait capter 3/4 des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique qui ont été produites depuis l'ère pré-industrielle. Donc, 1200 milliards d'arbres, sachant qu'on en plante chaque année quelques dizaines de millions, il faudrait 10 000 ans, plusieurs dizaines de milliers d'années pour arriver à cet objectif. Or, on sait très bien que les scientifiques, ils parlent pas d'un plan sur 10 000 ans, ils disent qu'il faut dans les 30 ans faire ça. Donc, il faut changer de braquet et il faut clairement planter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'arbres que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui ne dispense pas, en premier lieu, évidemment, de protéger l'existant et de protéger les forêts, de pas acheter d'huile de palme, voilà, tout ce qu'on sait tout ce qu'on connaît comme petits gestes diffus qui permettent de protéger les écosystèmes existants, c'est important. Mais ça reste diffus et on reste à nouveau des colibris là où on pourrait faire mieux. Et par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planter des arbres. Donc, il faut absolument planter des arbres. Et moi, j'ai décidé de m'intéresser à ça. Et comment est-ce qu'on fait pour planter des arbres? Il faut des plants d'arbres. Il faut identifier des parcelles. Il faut récolter des semences. Il faut faire des chantiers participatifs. Enfin, il faut faire des chantiers de plantation. Il faut accompagner la croissance des arbres pendant les premières années. Donc, c'est des choses qui demandent du temps. C'est du travail de fourmi. Et c'est quelque chose qui est très concret voilà, qui a besoin d'être fait. Et donc, il faudrait, en gros, créer 1000 pépinières en France et 1 million dans le monde si on voulait répondre à ce défi dans les 30 ans qui viennent. Je me suis dit, il faudrait faire des pépinières. Et à côté de ça, le deuxième enjeu auquel j'essaie de répondre avec Communitrice, c'est justement l'enjeu qui a été mis en lumière par l'expérience de la bascule, qui est de dire vivre ensemble en collectif, c'est ultra transformateur, c'est totalement... c'est leur terme aussi, hein, c'est quelque chose c'est une expérience irréversible pour eux. Et c'est quelque chose qu'on apprend plus en quelques mois qu'avec des années d'école ou toutes ces années d'adolescence. Et je me suis donc les basculeurs aujourd'hui sont en train d'ouvrir des lieux. Hein, ils sont en train d'ouvrir donc après Pontivy et l'hôpital de Pontivy, ils ont récupéré un couvent en Bretagne, un collège en Normandie, une caserne désaffectée en Bourgogne. Le problème, c'est qu'il y a d'équilibre économique sur ces tiers-lieux. Et comme on sait qu'il faut planter des arbres et donc il faut des lieux qui en créent des arbres et que ces arbres vont être payés soit par l'État parce que au titre de ses engagements dans l'accord de Paris ou de sa politique des 4 pour 1000, donc faire monter la matière organique dans les sols.
Donc, ce sera payé soit par l'État, soit par des entreprises qui, un jour ou l'autre, vont comprendre qu'elles sont hyper vulnérables, qu'elles s'apprêtent à mourir s'il n'y a plus d'écosystème. J'imagine que les actionnaires, à un moment, vont dire, OK, on ne va pas verser 10 milliards de dividendes cette année, on va en verser 8, on va mettre 2 milliards pour investir dans le capital naturel. Aujourd'hui, si jamais on donnait 2 milliards d'euros à tous les opérateurs qui plantent des arbres, ils ne sauraient pas faire parce qu'il n'y a pas les structures sur le territoire qui permettent d'organiser les chantiers participatifs, de produire les plants, etc. Donc, à un moment ou l'autre, il faut commencer à s'atteler à ça. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc, Communitrees, l'idée, c'est de créer des pépinières participatives sur les territoires qui permettront à des citoyens de s'engager concrètement, de mettre les mains dans la terre, d'apprendre à travailler avec le vivant, à travailler avec les paysans, à travailler en zone rurale et à travailler avec un objectif à long terme. Et donc, du coup, c'est un peu l'idée. Et mon pari, c'est de dire il faut créer des pépinières qui produiront chacune entre 100 000, enfin entre 50 000 et 1 million d'arbres par an, et de trouver les sous. Moi, mon défi à moi, c'est de trouver les sous pour financer ces arbres. Et donc, du coup, dire trouvons 10 euros par arbre. Et voilà. Et ça se fera évidemment avec tous les acteurs de territoire parce que on s'improvise pas forestier, on s'improvise pas pépiniériste. Plein de gens qui aujourd'hui font ça et manquent soit de temps, soit de moyens, soit de ressources humaines. Et voilà. Et l'idée, c'est de leur apporter ça. Génial, super, bravo pour ça, on a hâte de le suivre. Est-ce que peut-être pour terminer, une dernière question avant de passer au rituel des petites questions courtes classiques que j'ai à la fin du podcast, mais ton engagement écologique, on sent qu'il est passionné, c'est quelque chose que tu mènes depuis plusieurs années, etc. Et je sais aussi à quel point ça peut être prenant de vivre d'un job passion. Cyril Dion aussi me racontait que lui, par exemple, il avait fait son burn-out. Comment est-ce que toi, tu gères, et je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble, mais c'est intéressant de te reposer la question, comment est-ce que tu gères ton équilibre intérieur face à l'urgence extérieure et l'envie de voir toutes les choses se construire, avancer rapidement, quoi? Je sais pas ce que je t'avais répondu à l'époque. Je sais plus quand c'était, mais il y a un an, un peu plus d'1 an, j'ai fait une retraite de méditation et c'est vrai que j'ai trouvé dans cette pratique un recoin de bien-être, de sérénité, oui. Et maintenant, qui est fort utile. Je dis pas que je pratique assidûment, mais ça m'arrive encore. Ça m'arrive quand même régulièrement de méditer. Si j'ai découvert la méditation, c'est en partie parce que ma femme n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que j'y aille, parce que avant et toujours, hein, mais j'ai un penchant pour la fête, et c'est vrai que j'aime beaucoup faire la fête, organiser des fêtes, se retrouver entre gens et oublier ses limites. Et je le fais régulièrement, et du coup, c'est un truc qui me permet aussi moi d'avoir une forme d'équilibre et de savoir que je suis toujours fidèle à mes aspirations ou ça. Et donc c'est pas hyper courant ou correct de dire ça, mais oui, la fête pour moi et l'euphorie que permettent ces moments compense un peu les moments où je suis trop à fond et où j'ai même pas le temps de regarder ma femme ou mes enfants quand ils me posent une question parce que je suis dans des mails ou dans des lectures importantes et voilà. Et je pense avoir déjà frôlé le burn-out plusieurs fois et je l'ai jamais vu l'onde de choc passer sur ma tête, mais ouais. Donc voilà, mais une forme de spiritualité avec des outils divers, hein. Chacun peut trouver ses outils, ça peut être dans la religion, et j'ai des amis qui sont très pratiquants de la religion et qui trouvent là-dedans ce que moi j'entraperçois dans la méditation. Il y en a d'autres qui, dans le fait de marcher tout seul et dans la montagne, ressentent les mêmes choses que moi je ressens dans une fête, et plein de gens me disent, moi j'ai pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça, y a pas de problème. Chacun ses méthodes, mais il faut pas s'oublier, quoi. Faut pas prendre soin de ce qui nous fait vibrer aussi, quoi.
Hmm. Ouais, bah quand on s'était parlé, tu méditais pas encore, donc du coup c'est chouette de voir aussi que bah voilà, t'as des nouvelles pratiques, des nouvelles choses qui font cheminer, qui font grandir, parce que on passe bien sûr tous par là à découvrir des nouvelles choses mais l'important effectivement, comme tu le dis, c'est toujours de se poser la question de qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir plus en paix là où on est et plus dans le moment présent, quoi. Donc trop cool. Ouais, parce qu'en plus, et ça c'est aussi un des enseignements de la bascule, c'est que dans la bascule, c'était une expérience quand même, c'est très expérimental, hein, et ça m'a permis vraiment euh, d'intégrer la notion de le résultat ne t'appartient pas. Mm. Ça nous dépasse, ce qui est en train de ce qui nous entoure nous dépasse, et il y a des qui font que on n'est pas maître de tout. Et laisser cette place voilà, au doute, au questionnement sur soi, au fait que on travaille autant pour le chemin que pour l'objectif. Toutes ces choses-là, ça m'a permis pendant la bascule de réaliser que c'était aussi beaucoup plus agréable, bien, de bosser ainsi. Enfin, je sais pas, si on parle de Trump, quoi, mais comment des mecs comme Bolsonaro, comme Trump, arrivent ils ne vivent que dans le rapport de force, que dans le fait qu'ils sont les meilleurs et que les autres sont des merdes, etc. Et en fait, on sait très bien que c'est pas viable à terme, parce qu'ils vont être fauchés en plein vol et qu'ils vont se retrouver en prison, forcément. Parce que, à force d'être dans le conflit en permanence, ça marche pas. Et donc du coup, je pense que c'est une posture qui est aussi beaucoup plus qui est plus résiliente, quoi, plus saine. Mmh. Mmh. Alors on va finir cet épisode avec 3 petites questions. Voilà, donc tu peux répondre de manière assez rapide. Quelle est la leçon que tu as mis le plus de temps à apprendre ? Je pense que c'est celle que je viens de dire. Enfin, c'est peut-être le truc que je viens de dire. C'est le résultat ne t'appartient pas, quoi. Et je suis pas sûr de l'avoir totalement encore intégré, hein, mais je pense que c'est une leçon que je valide. Enfin, c'est un concept dans lequel je veux bien croire, euh, mais qui, une fois vraiment intégré, me laissera encore plus. Je serai encore plus serein et sain dans ma tête, je pense, quand je l'aurai intégré. Parce que c'est pas facile, hein, d'accepter ça et de se dire en fait, c'est un proverbe chinois que je disais souvent et qui se traduit par cette phrase-là, mais le proverbe c'était tu peux tourner, t'exciter dans tous les sens, courir, machin, la terre, elle tourne. Enfin, quoi que tu fasses, la terre, elle tourne. Et c'est marrant, hein, c'est un peu cette histoire du confinement aussi, hein. Tout le monde, on aurait dit aux gens, non, en fait, tu vas pas pouvoir prendre ton avion, non, ton mariage, il va être annulé, non, ton machin. Tout le monde aurait dit, mais non, c'est impossible, c'est impossible. Aurait l'impression que le monde allait s'effondrer s'il devait se plier à ça. En fait, tout le monde s'y est plié, il y a personne qui est mort de ça, en tout cas, je crois. Que crois-tu avec certitude ? Qu'on n'y arrivera qu'ensemble, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je crois qu'il est super facile de cliver, de dénigrer, de diviser, et que c'est très compliqué de rassembler, et que c'est pourtant la seule option qu'on ait. Il faut se rassembler autour. C'est l'histoire de Cyril aussi, hein, autour du récit commun, autour d'un imaginaire partagé. Et je suis convaincu qu'on n'y arrivera qu'ensemble, et que les querelles de chapelle qui pourtant ont les mêmes objectifs mais pas les mêmes stratégies font plus de mal que quoi. Complètement. Complète cette phrase. Le monde du travail a besoin
de moins de travailleurs, non, je sais pas. Non. Le monde... Bah non, mais vraiment, je pense que le monde du travail a besoin de nouveaux indicateurs de réussite, quoi. De nouveaux indicateurs d'efficacité et de réussite, quoi. Parce que là, il en a qu'un, c'est les thunes, quoi. Et franchement, tant que c'est ça, c'est mort, quoi. Enfin, tant que... Putain, je lisais un truc, là. Désolé, je digresse, mais... Un truc ce matin, Pierre Cardin qui s'achète tout un village, là, un village en Provence, et le mec, il a commencé en achetant un château. C'est un village avec 200 maisons, il en a acheté 60 des maisons, elles sont toutes vides, décorées pour lui, enfin, il les laisse vides. Putain, mais ok, mec, enfin, il faudrait qu'on intègre dans la vie de ce gars cet indicateur de dire qu'en fait, il a exproprié 50 personnes et dénaturé un village, et en fait, donc du coup, il serait plus du tout porté sur un piédestal, mais il serait plutôt considéré comme comme quelqu'un qui fait des choses mal, alors que c'est peut-être très bien ce qu'il fait, Pierre Cardin, j'en sais rien, je connais pas sa culture, etc. Mais voilà, il faut des indicateurs. Je sais pas si mon analogie ou mon parallèle était heureux ou pas, mais voilà, je pense que le monde du travail a besoin de nouveaux indicateurs de réussite. Ouais, génial. Bah merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Merci infiniment à Maxime de Rostolan pour cette conversation et à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez aimé l'épisode et le podcast, le mieux est de le partager sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast et à diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Merci infiniment et je vous dis à vendredi avec un nouvel invité.